Alors, premier truc qu'on va faire aujourd'hui, un retour sur l'exercice révision. Rebonjour tout le monde. Est-ce que la discussion a été profitable, agréable? Oui, on a plein de questions. Super! C'est le but de la chose. Donc, allons-y donc, faisons un tour de table. Ben, je peux y aller? Bien sûr. On avait une question. Pourquoi que les numéros des pièces, on sait qu'on commence par l'entrée, on y va dans le sens de l'horloge. Pourquoi que vous écrivez 100... Je suis désolée. Oh, excusez. 101, 102, 103, puis là, vous êtes à 104, puis vous passez de 104 à 108. Très bonne question. Alors, il n'y a aucune raison, c'est une erreur. Puis, est-ce que c'est important que ça soit 101, 100, 101, 102 ou ça peut être 01, 02, 03? Bien, en fait, tout dépendant de l'étage auquel on se retrouve. Donc, dans le cas présent, 100 indique le niveau de l'étage 1 ou le rez-de-chaussée, si on veut. 0 serait du sous-sol. 2 serait l'autre étage, finalement. Donc, c'est le niveau auquel on se retrouve. OK, parfait. Puis, l'autre question, par rapport à votre, tu sais, pour préciser la hauteur des murs, des plafonds, excuse, Oui. est-ce que c'est important qu'il soit en haut de votre numéro de pièce de la salle ou ça n'a pas d'importance? Ben, en fait, on essaie le plus possible de centraliser l'information. Donc, S'il est dépendant en de la. dessous, Excuse, vas-y. s'il est en dessous, est-ce que ça va aussi? Il faut qu'il soit en haut absolument. En fait, qu'il soit en haut ou en bas, ça ne change rien. On peut centraliser l'info, comme je disais tantôt. Donc, s'il y a des pièces qui sont plus petites, tu vois, on les a mis côte à côte puisque ça ne rentrait pas à cette échelle-là. Parfait. Je me rappelle plus quelle autre question qu'on avait. On avait aussi une autre question. Oui. Au niveau des codes générales, en fait. Oui. On est comme nous, on avait tendance à coter comme tout autour. Fait qu'on se demandait, en fait, c'est quoi qu'on cote réellement dans le code général? Qu'est-ce qu'on cote pas? En fait, normalement, on aurait pu en rajouter beaucoup plus de cotes. Pour les cotes générales, c'est le périmètre qu'on vient coter. Donc, Okay. Habituellement, c'est tout le périmètre extérieur qu'on vient coter dans le général. Ces cotes-là, habituellement, on va essayer de les centraliser sur notre plan de l'existant. Donc, ça va être nos cotes générales de la bâtisse existante. OK. Pour continuer là-dessus, oui. Moi, je pensais qu'il fallait intégrer les fenêtres dans les codes généraux, mais là, vous n'en avez pas intégré. En fait, on aurait dû les intégrer, effectivement. Là, on en a donné quelques exemples, mais habituellement, on va coter le périmètre, donc les ouvertures et les codes généraux, donc du périmètre complet. Oui. Dans le fond, ma question, moi aussi, c'était par rapport aux fenêtres, mais c'est comme aux fenêtres qui sortent. Fais-tu comme côté aussi l'épaisseur de sortie ou? Oui. Okay. Puis honnêtement, c'est les ouvertures qui comptent. Hein? Donc, on va coter l'ouverture totale. On n'est pas obligé d'aller dans le détail là, de chaque panneau angulaire. Là. Puisque c'est de l'existant de toute façon. C'est vraiment juste localiser les ouvertures et le périmètre. Moi, j'ai une question concernant la salle de bain. Oui. Je croyais que, comme dans le plan agrandi, il fallait quand même voir les cotes. OK, on passe à l'autre page? Oui, c'est ça. Dans le fond, qu'on voit quand même, parce que, tu sais, dans la page 1, vous avez mis les cotes des murs, puis tout ça, là, des cloisons, tout ça. Quand on arrive à la deuxième page, on ne les voit plus, ces cotes-là. C'est parce que c'est plus nécessaire. Moi, je pensais qu'il fallait quand même les avoir, mais... Ben, en fait, dans les plans agrandis, on ne veut pas avoir de redondance d'informations. Donc, on veut compléter l'info. Donc, c'est pour ça qu'on agrandit. On va aller dans le détail. Les éléments qui sont plus pointus, on va aller les coter là. Sur le grand plan, on va donner les cotes plus générales, si on veut. OK. Donc, pourquoi ils ne sont pas affichés? On sait que dans AutoCAD,
Le système annotatif va faire en sorte que si je change d'échelle, tout ce qui était à une échelle plus petite ne s'afficheront pas d'emblée dans les fenêtres agrandies. Donc, c'est un peu ça le principe. C'est comme on a changé d'échelle, on va aller coter plus précisément. Donc, les cotes qui sont à l'échelle, exemple, de l'autre page, ben, ne s'afficheront pas d'emblée, à moins qu'on les veuille vraiment, mais ce n'est pas le but ultime, c'est vraiment d'aller chercher l'info supplémentaire. J'avais une autre question. Oui. La session passée, vous nous avez montré comment de faire en sorte que les cotes sur les côtés soient peut-être à la même distance. Je ne sais pas si je suis claire dans la question, là. Oui. Comment vous faites? C'est comme une fois que vous avez qu'on a fait les cotes, puis d'un moton à la gauche puis en bas, ils ne sont pas à la même distance du mur. Je ne me rappelle pas comment on fait pour toutes les mettre à la même. Moi, bien souvent, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire carrément des lignes de construction ou des lignes guides. Là, on s'entend qu'ici, j'aurais même, en fait, c'est pas mon dessin, mais j'aurais pu les mettre encore plus précises que ça en termes de distance qui soit le plus égale possible. Ben, l'idée, c'est, moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que dans mon plan, bon, je vais choisir un calque qui ne s'imprime pas, par exemple, def-point ne s'imprime pas, je suis sûr et certain. Puis je vais me faire une polyligne tout autour de ma... Donc là, je vais y aller de façon simpliste, là. Mais si je me fais une polyligne, en faisant abstraction là, des petites fenêtres, des windows, bien, ce que je vais faire, dépendamment de l'échelle à laquelle je suis, là, on est à quelle échelle? 3,16. Donc, si je fais un décalage de cette ligne-là, je sais qu'à l'échelle 1/4, si je fais des décalages de 1 pied, bien, je sais que mes distances vont être, une fois imprimées, 1/4 de pouce de distance. À 3,16, je vais aller un petit peu plus grand, donc je pourrais aller à 18 pouces, par exemple. Puis prendre ma ligne, puis la répéter, puis là, placer mes cotes là-dessus. Donc, j'aurais très bien pu faire ça. Et là, si j'ai plusieurs niveaux, ben, je peux décaler encore plus ma ligne. Mais là, je suis convaincu que toutes mes lignes de cotes sont bien, bien placées. Parfait, merci. C'était ça le truc. Est-ce que dans ma tête, il y avait un autre moyen que vous nous aviez montré, c'est pour ça? Bien, en fait, l'idée, c'est d'en positionner une, puis après ça, faire cotation alignée, donc ou continuer. Donc, il va continuer sur la même ligne. Mais ça, c'était vraiment le truc ultime pour les positionner de façon très, très précise. Est-ce qu'on peut faire aussi avec la fonction depuis, mettons? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, comme la session passée, j'avais mis les cotes, mais sans faire le périmètre, mais j'avais juste, dans le fond, délimité mes cotes, mettons, à, je sais pas, on va dire 1 pied du mur. Oui. J'avais utilisé la fonction depuis. Oui, c'est la même chose. OK, parfait. Ça, c'est parce que moi, les cotes étaient déjà faites, donc je les ai repositionnées là, correctement. OK. Merci. Mieux? Rapidement, ce ne serait pas une erreur si on cote dans les balcons en examen? Ici? Oui, ben les cotes sont dans l'espace à balcon. Effectivement, mais en fait, on s'entend que nous, on va plutôt prioriser ce qui se passe à l'intérieur. Si on passait par-dessus ces lignes-là, effectivement, on croise certaines lignes. C'est pas l'idéal. On s'entend que le balcon pourrait être carrément masqué à la limite, là. Est-ce que j'ai fait dans le mien, fait que ça ne serait pas une erreur, mettons? Ça ici? Ben, moi, dans le fond, c'est ça, j'ai décoté, je n'ai pas décoté, mais j'ai masqué les balcons pour coter. Oui, c'est correct. Parfait. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Concernant la salle de bain, le plancher, là, pour arriver aux hachures, moi, j'ai fait 2 fois des hachures pour que ça soit les distances demandées. Mais c'est exactement ça. OK. Puisque il n'y avait pas de sens, là? Il n'y avait pas un sens dans lequel... Parce que moi, c'était pas exigé. C'est sûr que quand j'ai une forme rectangulaire, je vais essayer de placer dans le même sens que ma pièce pour pour l'allonger le plus possible. Donc, ça a fait ça un effet de grandeur à ce moment-là. OK. C'est bon. Même principe, si j'ai des lattes de bois, je vais y aller. Si j'ai des longs corridors, puis je veux pas que ça soit encore répéter cet effet-là, ben, je vais changer l'orientation de mes lattes de bois pour diminuer cet effet de
de longueur si c'est trop intense. Donc, c'est le même principe ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc, si je récupère tous vos fichiers, là, tout le monde va avoir 100%. Claude, moi j'avais une question. Oui, vas-y. J'ai essayé de les faire, en fait, les transformer en PDF, puis sur mes agrandis de salle de bain, ça coupe la moitié de celle de gauche. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi, parce que l'autre de construction, ça fonctionnait bien. OK. Donc, il faudrait vérifier ton gestionnaire de mise en page pour voir sur ton onglet de mise en page salle de bain, être sûr que ta feuille n'est pas subdivisée. Si ce n'est pas le cas, l'idée, c'est quand on transforme en PDF, on imprime par lot. C'est ce que vous avez fait. Il y en a plusieurs qui me posaient la question comment on fait ça. Mais en fait, on tracé par lot. Et puis, bon, évidemment, moi, j'ai plusieurs fichiers d'ouvert, mais je sélectionne que les mises en page que je veux imprimer. Je les convertis en PDF et je fais publier. L'idée là-dedans, c'est que ça va générer un fichier avec mes pages de PDF dedans. Donc, ça devrait bien fonctionner. En fait, ce que ça fait, c'est que ça répète ce que vous avez établi dans votre mise en page qui est là. Donc, si à l'écran, il manque des sections, mais ça va s'imprimer comme vous l'avez stipulé dans votre gestionnaire d'impression. Donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. On pourra regarder ça s'il y a un problème avec ça, là, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous allez pouvoir générer un PDF tout le monde, puis je vais ouvrir une petite remise dans Léa pour récupérer ça. Donc, si vous avez des petits ajustements à faire, ben, vous les faites, mais vous allez pouvoir me le remettre d'ici la fin de la journée. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bon, excellent. Oui? Question, insulte ou autre? Moi, c'est parce que j'ai des problèmes avec mon AutoCAD. OK. Quels sont-ils, ces problèmes? Ben là, j'ai de la misère à faire mon profil OK. parce que, genre, admettons, j'ai fait mon archive avec le gabarit, les gabarits, là, Oui. 2018. Oui. Puis là, quand je les enregistre dans l'option puis le profil, ça l'enregistre, mais c'est C. Puis il faut que ça c'est E. Ben, en fait, C ou E, sur ton ordi, si tu n'as pas de lecteur E, l'idée, ce que j'avais mentionné, c'est de se créer des dossiers sur votre disque dur, puis en faire référence dans votre profil. La lettre E, la lettre C, ça n'a aucune incidence. L'idée, c'est que ça soit sur ton disque dur. Donc, si ton disque dur il s'appelle C, toi, sur ton poste, il n'y a aucun problème. Moi, c'est parce que sur mon ordi, j'ai 3 disques durs. Donc, j'en ai un qui s'appelle C, un qui s'appelle E, puis un qui s'appelle D. Donc, je choisis sur quel disque dur je veux que le logiciel enregistre ces documents. OK, puis parce que moi, ça reste blanc, là, c'est pas noir. OK? Donc, tu es allé dans tes options, tu es allé dans affichage, Oui. dans couleur. Ah, Puis OK. tu vas choisir la feuille de présentation, puis tu la mets en noir. Donc, tu peux choisir des couleurs pour tout ce qui est dans AutoCAD, mais le but, c'était de changer la feuille de présentation puis la mettre en OK. noir. C'est bon. Puis est-ce que ça va compter? Non, c'est formatif, OK. mais je veux voir. Donc, tous les exercices qu'on fait, c'est de la pratique. Et plus vous allez vous pratiquer, meilleur vous allez devenir. C'est ça, bon. il n'y a pas de secret là-dedans. L'idée, c'est d'en faire le plus souvent possible. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cet exercice-là? Moi, j'ai pas pu le faire au complet parce que mes blocs ne fonctionnent pas. Tes blocs ne fonctionnent pas. Non, j'arrive pas du tout à mettre des blocs, j'arrive pas à en enregistrer. OK. Je vais peut-être partager mon écran. Oui. Je vais aller dans un projet Nowhere.
Il faut accepter pour le partage d'écran. Est-ce que vous voyez encore mon écran là, présentement? Oui. Oui. Ça devrait fonctionner maintenant. Ouais. Veux-tu? Donc là, si tu fais échapper, Elle est lente un peu un matin, je pense. OK. Donc là, tu peux insérer, oui, OK. Ouais, mettons n'importe quoi, là, une baignoire ou peu importe, ça me met ça tout le temps. Puis quand j'essaie d'aller modifier le bloc, j'arrive pas à rentrer dedans, tout simplement. Là, tu es en train de créer un bloc. Toi, tu veux insérer un bloc. C'est pas la même fonction? Ben non. Hein. Là, c'est comme si tu voulais remplacer le bloc baignoire par quelque chose d'autre. Donc, il dit qu'il n'est pas modifié. Donc, fais annuler, puis fais I pour insérer. Ah. Parfait. Ne ferme pas cette fenêtre-là, puisque la commande insérer dans AutoCAD 2020 fonctionne avec un tableau latéral. Donc, si tu fais dessin courant, on clique sur dessin courant, ça va te montrer les blocs qui sont dans ton dessin présentement. Si tu veux avoir la liste, à droite, en haut de filtre, tu as des petites flèches, là, donc complètement en haut de ton tableau. Là. En haut de mon tableau, à droite. OK. Tu as tes blocs à ta droite, là, tu vois le logo? Parfait. Il y a une petite flèche. OK. Oui, oui, c'est ça. Clique là. Puis là, tu peux faire liste. Donc, si tu fais liste, tu vas avoir le nom des blocs comme tu les avais avant. OK. Puis là, tu vas pouvoir les insérer. Là, tu es en train de les insérer. Tantôt, tu es en train de les créer ou les modifier. OK. Ça marche? Oui, merci. Bienvenue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou insultes par rapport à cet exercice-là? Non? OK. Donc, vous avez téléchargé sur vos postes les différents fichiers. Donc, si je vais voir, j'ai mis une section qui s'appelle Jeu de plan. Vous avez analyse de jeu de plan qui est le PowerPoint en lien avec ça. Donc, je vais ouvrir le PowerPoint pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, l'analyse de jeu de plan, en fait, ça se veut une aide pour comprendre qu'est-ce qu'on met sur les jeux de plan, comment les jeux de plan sont composés. Donc, chacune des diapos vont vous aider à comprendre comment faire nos plans. Donc, dans la diapo 3, on nous indique ici, donc si on a des plans agrandis à faire sur une même page, bien, on peut délimiter une zone qu'on agrandit, mettre une bulle de détail et venir agrandir le plan en indiquant son titre, sa référence. Donc, agrandi 1. Le chiffre qui est en bas m'indique que je suis sur la page 01. J'ai à la fois sur ce plan-là mon plan de construction, j'ai aussi mon plan de plafond réfléchi. Et si vous regardez dans les bulles de titre, donc le plan 1, P1, égale, en fait, représente le plan de construction. Le chiffre m'indique sur quelle page on est. Donc, les bulles de référence, bien important, l'information qu'on retrouve dedans. P2, c'est le plan de plafond réfléchi, toujours sur la page 1. Donc, la numérotation des plans, si j'ai plusieurs plans sur une même page, bien oui, ils vont s'appeler 1, 2, 3, 4,
Mais la plupart du temps, on s'entend, l'année dernière, on n'avait seulement qu'un plan par page et c'est pour ça qu'il s'appelait toujours 1 sur toutes les pages. Donc, les bulles vont nous permettre d'identifier les différentes vues. Évidemment, dans le cartouche, on va avoir les informations. Bon, pour l'instant, c'est le logo du cégep qui est là, mais dans les bureaux, on aura les logos des bureaux. Les émissions, en fait, ici indiquent la date à laquelle on a émis et pourquoi on a émis ces plans-là. Puis, on va avoir ici une section où, effectivement, on a dessiné par, vérifié par. Donc, dans les bureaux, on va toujours avoir pas un superviseur, mais quelqu'un qui va vérifier nos plans parce qu'on le s'entend quand on travaille de longues heures sur nos plans. À un moment donné, on ne voit plus rien puis on oublie des trucs. Donc, c'est toujours bon de se faire vérifier. Si on était en classe, on ferait vérifier nos plans par nos collègues. Cette session-ci, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est moi qui va faire cette vérification-là. Donc, vérifier par, ce sera mes initiales qui seront ici. Est-ce que ça va pour ça? Donc, les agrandissements, si j'ai des agrandissements à faire, la numérotation des bulles, c'est clair? Oui, pas de réponse, ça veut dire oui. Donc, on continue dans la numérotation. Donc, dans cette page-là, on voit qu'on a des élévations. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Donc, on a une élévation et à travers laquelle on a défini une coupe pour faire un détail du mur. Okay? Donc, même principe, j'ai une bulle de coupe C1 qui se retrouve sur la page 2 ou 3, on regardera, mais l'idée, c'est d'identifier sur quelle page on fait la référence. Donc, si on regarde dans le bas de ma coupe ici, on m'indique bien que c'est la coupe C1. Puis le chiffre, pourquoi le chiffre 2 est inscrit? C'est qu'en fait, elle provient de ma page 2, qui est mes élévations. Donc, l'idée, c'est que la référence, quand je change de page, c'est de faire un lien avec la page d'où provient cette coupe-là. Donc, l'entrepreneur ou le sous-traitant va regarder ton plan, puis il va dire, OK, elle m'a fait une coupe à telle page. OK, cette coupe-là, ça représente quoi? Ah oui, c'est la coupe sur l'élévation des lambris, par exemple. Donc, la référence est à double sens dans ce cas-là. Tantôt, on avait une référence sur la même page. C'est pour ça que le chiffre du bas restait le même. Mais comme présentement, dans l'exemple, on a une référence sur une page qui est différente, bien, le chiffre va prendre la valeur de la page sur laquelle il se retrouve. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est clair? Oui? Tout le monde? Excellent. Est-ce que vous aviez déjà vu ça, cette notion-là? Non. OK. Donc, bonne clarification ici au niveau des bulles de référence. Donc, ça, c'est pour cette diapo. Donc, diapo 5, ça a l'air complexe, mais ça ne l'est pas, c'est juste pour vous montrer un peu la disposition. Vous allez être amené à faire dans vos cours d'éléments sur mesure, éléments d'architecture, des coupes sur des différents éléments. Là, ici, on a une élévation d'une niche. On l'a en plan ici dans le haut. Puis en élévation, c'est un trou ni plus ni moins dans le mur qui ne fait pas toute la profondeur du mur puisque le mur est plus épais. Donc, on a deux principes. Ici, on a une niche avec un mur très, très épais qui est niche profonde, puis une niche peu profonde, donc la coupe C1. Donc, juste pour montrer, l'idée de cette page-là, c'est en fait vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on veut voir dans le dessin, puis comment on aligne les différents éléments. Évidemment, si j'ai beaucoup de texte parce que j'ai à décrire des éléments, bien, je vais me tracer une ligne pour aligner mon texte complètement à droite. Donc, je vais aligner toutes mes lignes de texte pour pas que ça soit toutes placées de façon aléatoire. Donc, on veut que ça soit bien aligné. Même chose pour les bulles de titre, etc. On veut vraiment créer quelque chose d'uniforme, quelque chose qui est facile à lire puis qui
qui se répète d'une page à l'autre. On a toujours la même convention graphique. On va toujours avoir notre bulle de titre dans le bas. On va avoir toujours le texte à droite. Puis si on a à mettre des codes, ben, on va aussi à ce moment-là, les mettre à gauche, là, dans le cas de l'élévation. Donc, Claude, oui. Tu sais, avant, là, on avait l'habitude de mettre les notes de, mettons, de construction, les notes d'élévation et tout ça. Mais là, vu qu'il y a comme vraiment plus de choses sur une page, est-ce qu'on les met sur une page suivante ou on ne les met plus? Bien là, dans ce cas-ci, là, c'est vraiment des détails architecturaux. Donc, les notes comme telles vont aller sur les plans, comme d'habitude. Puis ça, c'est vraiment une page supplémentaire. C'est juste pour vous montrer un petit peu la représentation graphique de ces pages-là. Donc, on va avoir ces pages-là à faire éventuellement. Donc, juste pour vous montrer un peu comment on positionne les trucs sur ces pages-là. Est-ce que ça va? Oui. Donc, pour les élévations, ici, on nous indique, dans le haut, on voit que en plan, donc on a positionné notre observateur dans la pièce, on regarde la porte double en élévation. Évidemment, mon élévation, dans ce cas-ci, on montre tout ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Donc, au niveau du plan de plafond, on voit qu'on a des petits caissons dans le plafond. Bien, on le voit dans notre élévation en même temps. L'élévation devient ni plus ni moins qu'une coupe par rapport à ce qui se passe alentour de ma pièce, en fait. C'est-à-dire mes murs latéraux, puis mon plafond. Là, on voit les différents caissons qui sont à l'intérieur ici. Okay? Donc, on voit au loin les différentes moulures, mais on voit les caissons, proprement dit, générés par les petites boîtes qu'on voit là au plafond. Donc, bien souvent, on va les élévations, dans ce cas-ci, c'est pas des coupes. Pourquoi? Parce que si on avait mis un symbole de coupe, il aurait fallu couper dans les murs latéraux aussi, donc ce qui n'est pas le cas. On a vraiment arrêté notre élévation sur les murs latéraux, puis on a juste voulu représenter ce qui se passait au niveau du plafond dans ce cas-ci. Okay? Donc ça, c'est selon le type de détail qu'on va avoir à représenter. Bien, notre élévation peut nous servir pour définir mes éléments architecturaux qui se passent au plafond en même temps. Donc ça, c'est un... Dans le fond, l'épaisseur, soit du plafond ou des murs, ça dépend juste si on a un détail architectural. Exact. Sinon on ne met rien. Là, on met pas absolument. On a un plafond de gyps standard, on mettrait seulement qu'une ligne pour délimiter notre hauteur de plafond. OK. C'est bon? Nomenclature au niveau des coupes. Bon, comme j'ai mentionné tantôt, on va essayer d'aligner notre texte. Faire une belle ligne de texte du côté droit. Puis là, on voit l'assemblage de notre composition de mur ici. Donc, j'ai une cloison de gyps. Donc, gyps 1/2 pouce du côté gauche. Entre mes deux gyps, qu'est-ce que j'ai? Des montants de bois 2x4 à 24 pouces centre. Et de l'autre côté, j'ai un autre panneau de gyps. Donc, ça me montre l'assemblage, la composition de ma cloison. Okay? Donc, ça, c'est quand j'ai plusieurs éléments qui s'assemblent les uns sur les autres, puis c'est vraiment pour les compositions de murs qu'on va l'identifier de cette façon-là. On ne pourrait pas faire une petite liste d'épicerie comme ça, là, puis dire, OK, moi, j'ai tout ce texte-là, je le mets là-dedans, puis je pointe ma cloison. Ça serait illisible, puis on ne comprendrait pas ce qu'on a. Donc, c'est vraiment cette façon de faire étagée, c'est vraiment qu'on veut spécifier les différentes composantes de ma cloison. Est-ce que ça va? Donc, on aura des détails à faire comme ça éventuellement. Dans nos élévations, donc l'élévation, donc c'était juste pour montrer un petit peu les différents calibrages. C'est ce que je vais corriger dans leur dessin. Par contre, on se souvient que la ligne de sol, c'était élévation 60 le bleu. La ligne de contour de mon élévation devrait être en 40. Donc ça va être une petite modification que je vais apporter à leur document. Donc, c'est vraiment la ligne de sol, comme on l'a vu en DAO2, qui est vraiment la ligne la plus épaisse de mon élévation. Le contour ici devrait être en 40. C'est la seule
chose qui diffère. Si j'ai des cotes à mettre, bon, vous avez les calques, élévation d'hymne, annotation, etc. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a des questions au niveau du calibrage là-dedans? J'aimerais savoir la petite ligne jaune dans le milieu, c'est censé représenter quoi? La petite ligne jaune ici? Ouais. En fait, c'est la ligne de coupe. La ligne peut passer complètement à travers. Donc, c'est pour représenter que je vais faire une coupe verticale sur ma cloison. C'est la représentation que j'ai ici. Donc, ça, c'est ma coupe. Donc, du plafond jusqu'au plancher. Et ma ligne m'indique, en fait, qu'on passe vraiment à travers tout le mur. Puis, on va avoir vraiment une coupe verticale sur ce mur-là. Merci. C'est bon. Donc, au niveau des calques pour les coupes, ben, en fait, ils n'ont pas fait de section coupe dans les calques, mais vous avez la section détail. Donc, un détail ou une coupe, on s'entend que c'est la même chose. Donc, ils ont priorisé le fait de créer des calques détail, puisque cet élément-là, qui est une coupe détaillée de mon mur, ben, c'est pour ça qu'on a utilisé ces calques-là et on pourrait même faire des agrandis pour faire des détails plus grands. Donc, au niveau des calques, tous les éléments qui sont coupés. Donc, si je coupe à travers un mur, on s'entend que je coupe dans le gyps, je coupe dans les montants de bois. Donc, tout ce qui est coupé, d'emblée, le calque sera en 40. Ligne de sol, toujours 60. Donc, ça va super bien. Puis tous les éléments qui sont de moindre importance, symboles graphiques, donc on a des hachures, si vous remarquez, c'est en rouge. Si on a des lignes obliques, donc si je fais un petit zoom là-dessus, là, normalement, les deux lignes diagonales, c'est la convention graphique pour montrer un élément de structure en bois. Donc, le petit X rouge, là, c'est pour indiquer que c'est un montant de bois que je retrouve ici. Et la couleur sera en 0,9, donc rouge. Donc, les éléments qui sont de moindre importance, symbole graphique, c'est plus fin, c'est en rouge. Tout ce qui est coupé, en cyan. Donc, on s'entend que dans une coupe, il y a beaucoup de cyan qui va être là. Pourquoi? Parce qu'on coupe à travers la plainte, à travers les montants, à travers le gyps, etc. Donc, exemple de calibrage pour nos coupes et détails. Au niveau de la cotation, de la position, donc, évidemment, on essaie d'être le plus près possible sans chevaucher. On essaie de coter à gauche et en haut de l'objet, donc dépendamment de comment l'objet est positionné. Bon, c'est sûr qu'on essaie toujours de rendre le plan le plus lisible possible, éviter les croisements de lignes d'attache, évidemment. Je disais tantôt, pourquoi, c'était une question que vous m'aviez posée, pourquoi que dans le plan, je n'ai pas les mêmes codes dans mon plan agrandi? Bien, on essaie d'éviter de répéter les codes d'un plan à l'autre. Donc, et principe de base, les longueurs et largeurs, c'est en plan qu'on va coter ça, les hauteurs en élévation. Puis, les détails et les coupes, on va avoir selon le cas, des cotes horizontales et verticales selon les besoins de la chose. On ne cote jamais les éléments qu'on positionne, qu'on achète. Donc, tout ce qui est mobilier, on n'a pas besoin de coter ça ou de donner des dimensions sur le plan comme tel. Seuls les codes de circulation ou d'ergonomie sur le plan d'aménagement, on pourrait donner ça, on les positionne seulement. Donc, on n'a pas à coter ce qu'on achète. Ce qui est fixe, ce qui est encastré, ce qui est construit, ça, il va avoir des cotes éventuellement. Claude? Oui. On est censé coter les passages d'ergonomie dans nos plans d'aménagement? Oui. All right. En fait, les circulations puis l'ergonomie devraient être, à titre d'exemple, oui, donner, mettre ces cotes-là. Bon. Ça va? Donc, si j'ai des cotes à mettre sur mon plan d'aménagement, ça va être celle-là que je vais mettre. Les autres, on n'a pas besoin. Évidemment, quand on fait des coupes de mur type, on s'entend que si j'ai un plafond à 8 pieds,
puis je fais une coupe totale de mon mur, bien, ça va prendre excessivement de place sur mes plans ou sur mes pages, dépendamment de l'échelle que je vais utiliser. Donc, on pourra regarder les échelles qu'on va utiliser pour faire ça. Donc, habituellement, 1 pouce égale 1 pied, 3/4 de pouce égale 1 pied, etc. Donc, ça veut dire que si je fais une coupe de 8 pieds de haut, puis je mets ça sur ma page, ben, j'aurai peut-être pas suffisamment de place. D'où, on va utiliser les lignes de brisure. Les lignes de brisure, on va les positionner dans mon mur à un endroit où, si je coupe mon mur, ben, on s'entend que si je monte 8 pieds de haut du gyps, il n'y a rien qui se passe dans mon mur, ben, mes lignes de brisure, là, je pourrais les rapprocher et dire, regarde, ce qui se passe entre ça et ça, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre des lignes de brisure. Et évidemment, je ne mettrai pas des lignes de brisure dans un élément comme soit ma plainte ou je vais plutôt les mettre à un endroit où, à l'intérieur de mon mur, c'est exactement la même chose qui se passe ou la même composition qui se passe d'un bout à l'autre. Donc, que je fasse une coupe verticale. Donc, si je reviens à ma petite coupe de départ que j'avais ici, si je voulais mettre des lignes de brisure dans ça parce que ça ne rentre pas sur ma page, ben donc je viendrais mettre des lignes de brisure ici, puisque du bas jusqu'au départ de ma niche, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, je pourrais tronquer un petit peu. Je pourrais mettre des lignes de brisure à l'intérieur de ma niche aussi, parce qu'on s'entend qu'à partir d'ici jusqu'en bas, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, si j'ai à prioriser des zones où je peux mettre des lignes de brisure, ça serait à ces endroits-là. Ce qui ferait en sorte que je peux tronquer ma vue, puisque la coupe est identique à l'intérieur de ma niche, à l'intérieur de ce mur-là. Donc, si je veux récupérer de l'espace, c'est à ces endroits-là que je peux le faire. Est-ce que vous comprenez le principe? Moi, j'ai une question par rapport à la ligne de, justement, cette ligne de brisure-là. Oui. Est-ce que c'est les mêmes que dans, tu sais, mettons, quand le mur il se coupe dans un plan ou quoi que ce soit, là, qu'on mettait? Exactement. OK. Je me souvenais plus comment faire ça. Je ne sais pas si tu vas pouvoir... J'ai la même question. Ouais. Donc, normalement, vous avez ça dans le menu Express Tools, puis vous avez la ligne de Break Line, donc ligne de brisure. Donc, si je vais en mode objet, puis je viens faire une ligne de brisure, on va définir la grosseur du petit S ou petit Z qu'il y a dans le milieu. Donc, si je fais 16 ici, puis je lui dis, OK, on fait des tests, je vais mettre 2 pouces. Quand je vais tracer ma ligne, je vais me tracer une ligne horizontale, je vais me mettre mon mode orthogonal allumé pour les besoins de la cause. Oups! Est-ce que vous avez encore mon écran? Non. OK. Mais, juste avant que tu continues, oui, vas-y. parce que c'est ça, j'avais pris en note là, la session passée pour Express Tools, mais je ne le trouve pas dans mon menu. C'est vraiment bizarre. Tu sais, comme moi après, application... Ouais, moi non plus. Moi non plus, je ne l'ai pas. Si vous ne l'avez pas... Parce que je pense qu'avec 2019, je l'avais d'emblée, mais là, avec 2020, je ne l'ai plus. Fait que je vais faire une petite vérification parce que normalement, les menus Express s'installent après coup. Donc, vous faites votre installation d'AutoCAD. Puis, si vous retournez dans Installer AutoCAD, là, vous allez avoir l'option de mettre les Express Tools, donc les commandes supplémentaires. Donc, c'est après coup que vous pouvez les installer. Donc, ça, je vais faire une petite vérification. Je vais le prendre en note, puis je vous reviens avec ça. Quelque chose de mon côté, j'ai le 2020 dans mon ordi depuis la session dernière, puis moi non plus, il n'est pas là. Ben, c'est ça. Comme je dis, pas mis à jour, rien, là. Quand vous l'installez, il installe les commandes de base. Le menu Express, il faut retourner dans l'installation. Donc, je vais regarder la procédure que vous allez devoir faire pour y avoir accès. Mais ça, je le prends en note. Tu vas nous envoyer une procédure pour absolument. mettre... OK, parfait. Okay. Donc, j'ai spécifié mon point de départ, j'ai mis mon mode orthogonal allumé, donc je trace ma ligne et quand je fais Enter, le petit Z va apparaître. Donc là, ici, dans mon dessin, mes lignes sont très, très larges. Ça, c'est dû au fait que le dernier utilisateur a fait des polylignes avec une certaine largeur. C'est le cas. Donc, je vais juste faire polyligne, je vais faire largeur, je vais la ramener à 0. 0.
pour que les prochaines polylignes soient fines. OK? Donc, si jamais vous apercevez que votre polyligne, quand vous la tracez, elle est super épaisse, on retourne dans la polyligne, on en crée une, puis on vient chercher largeur, puis on met ça à 0. Donc, c'était le cas dans mon dessin. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner faire mon petit exemple de ligne de brisure. Si je m'aperçois que le petit Z, je veux l'avoir plus gros, donc dépendamment de si je suis en train de faire une coupe ou un plan, bien, je peux changer le format. Donc, je clique sur 16. Là, moi, je l'avais mis à 2. C'est pas assez gros, donc je vais le mettre à 4. Et je fais ma ligne, Enter, et il va faire ma ligne de brisure automatiquement. Donc, ça, c'est une commande qui provient de Express Tools. Donc, je vais vous donner la procédure pour que vous puissiez l'installer. Est-ce que cette ligne... Oui. Cette ligne-là, elle a-tu un standard? Mettons qu'il faudrait la mettre, comme là, on a 2 pouces, 4 pouces, mais y a-tu un... Non, en fait, ça va être en fonction du format de ton dessin. On va y aller en proportion. Donc, on s'entend que le petit Z, quand je fais ma coupe, ben, je ne veux pas qu'il déborde. Donc, je veux qu'il soit à l'intérieur de ma coupe comme telle. Si mon petit S déborde, ben, je vais perdre trop d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on le met plus petit. Donc, on s'arrange pour qu'il soit à l'intérieur de l'objet que je suis en train de couper. Est-ce que ça va? Oui. Donc, on va l'ajuster en fonction de ce qu'on voit. Donc, on nous dit ici une ligne ou 2 lignes. Quand on fait on coupe, si vous voulez, on fait une réduction de notre coupe verticale en termes d'espace, ben, je dois mettre 2 lignes de brisure pour dire, ben, OK, j'ai arrêté ma section ici, je la repars. Donc, quand je repars ma coupe pour la partie basse, ben, je remets une ligne de brisure pour indiquer que, effectivement, là, ce qui se passe entre les deux, ben, selon la hauteur de mon mur ou selon les cotes que je vais mettre, ben, c'est pareil d'un bout à l'autre. Dans le cas où j'ai une coupe horizontale, puis je fais on s'entend que si je faisais une coupe horizontale de tout mon mur ou ma cloison de salle de bain, puis elle mesure 20 pieds de long, ben, je n'ai pas besoin de mettre 2 lignes de brisure parce que je ne répète pas la coupe à côté. Je fais juste arrêter. C'est comme dans les plans, je mets juste une ligne de brisure pour dire, regarde, oui, ça se poursuit cet élément-là, mais je l'arrête là pour les besoins de la cause. Est-ce que ça vaut la différence entre 2 lignes de brisure et une ligne? Donc, dans le plan, si j'ai à faire un mur extérieur, puis je dis, OK, le mur, il se poursuit, moi, je l'arrête, je mets une ligne de brisure. Dans une coupe verticale, je vais mettre 2 lignes de brisure pour indiquer, oui, j'ai arrêté ma coupe, mais je la reprends à un certain niveau. Donc, je remets une ligne de brisure pour la partie basse. Oui, non, peut-être? Oui. Ouais. Claude, tu peux-tu Oui. juste répéter pour la ligne horizontale? C'est Pour quoi, en fait? la coupe horizontale ici? Oui, exact. Donc, cette cloison-là, c'est si je prenais mon plan AutoCAD, j'ai pris ce mur-là, puis j'ai fait une vue agrandie de ce mur-là en montrant les différentes composantes. On s'entend que ce mur-là peut avoir une longueur, même si je prends celle de la cuisine, par exemple, il est très, très long, mon mur. Évidemment, je ne ferai pas une représentation de 12 pieds, 2 pouces et quart de long pour représenter ce mur-là, puisque c'est les mêmes composantes qui se répètent tout au long de mon mur. Donc, horizontalement, si je prends ça, puis je fais une vue en détail agrandie, ben, ça va me donner ceci. Donc, la première ligne, c'est la face de mon mur, l'autre face de mon mur, l'épaisseur de mon gypse, les montants de bois, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon mur. Donc, je peux avoir de l'isolant acoustique, etc. Ça, la composante, on regardera éventuellement. Mais l'idée, c'est que après ma ligne de brisure, on s'entend que c'est la même composition qui se poursuit et c'est pour ça que je peux mettre une ligne de brisure de chaque côté pour éviter d'avoir à faire une représentation de 12 pieds de long du même mur. Oui, non, peut-être? Ouais, c'est quoi le genre de petit carré avec un X dedans? OK. Donc, ce que j'ai mentionné tantôt, les éléments de structure, c'est mon montant de bois vertical qui est dans mon mur. Et
le petit X qui est à l'intérieur, c'est la convention graphique. Quand j'ai un X dans les pièces de bois, c'est des pièces de structure. Si je mets le symbole du grain de bois, c'est parce que c'est un élément de mobilier que je suis en train de. Vous allez faire des éléments sur mesure, des éléments de mobilier, etc. Mais on verra que la symbolique diffère quand j'ai la structure versus du mobilier. Depuis tantôt, tu dis vraiment beaucoup de nouvelles affaires, puis j'ai l'impression que je vais avoir de la misère à tout me souvenir de ça quand on va faire les activités. Est-ce que tu vas comme les revoir éventuellement aussi? Ben, tout est enregistré. OK. Vous allez pouvoir les revoir, c'est sûr. Puis oui, là, moi, le but de vous montrer ça, c'est qu'on commence à se familiariser avec les différents jeux de plans. Moi, le but de ça, c'est qu'éventuellement, on va en faire des détails. Bien, vous allez déjà avoir vu une amorce de ce qui va se passer dans ces planches de dessin-là. Donc, c'est juste pour vous montrer des exemples. On essaie d'analyser les plans le plus possible. Donc, c'est une amorce, simplement. Oui, on va les revoir, mais comme je t'ai dit tantôt, c'est enregistré aussi. D'accord. D'accord. OK. Bon. Activité, là, j'en ai mis 2. On va faire la diapo 13. Donc, celle-là, vous allez pouvoir, la 12, là, vous pouvez la supprimer. C'est la dernière que vous devez faire. Donc, encore une fois, en équipe de 2, 3. Je vais vous donner un jeu de plan à analyser, puis trouver ces informations-là sur les différents jeux de plan. Donc, dans le fond, là, je vais subdiviser le groupe encore une fois à l'aide de ces consignes-là. Ce que vous faites, donc le plan cadre de tantôt, on n'a plus besoin. Je vous ai mis une petite section jeu de plan. Vous en prenez un, A ou B, peu importe. Puis vous faites l'analyse, vous répondez aux différentes questions à travers le jeu de plan. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Vous n'avez pas de questions d'insultes ou autres. Je resubdivise les équipes. Ça ne sera peut-être pas les mêmes, puisque peut-être que ça va être les mêmes, mais c'est le logiciel qui gère les équipes. Je l'ai fait de façon systématique. Donc, si ça vous va, je vous laisse analyser votre jeu de plan. Donc, je vais vous laisser 20 minutes pour faire ça. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. À plus. Rebonjour tout le monde. Bonjour. Avez-vous eu du plaisir? Oui. Super. Super, hein? OK. Donc, bon, quel est le format du jeu de plan? C'était quoi le format du jeu de plan? Arche C. Ça va pour tout le monde? Oui. C'était vraiment Arche C? Ben moi, j'ai noté que c'était tabloïd cartouche VER. OK. Si on regardait le nom du fichier, ça nous donnait quoi? Donc, jeu de plan, 24 par 36. Donc, c'était du Arche D dans ce cas-ci. Initialement, l'exercice, c'était que vous deviez
avoir en main le format de page, vous les mesuriez. Donc là, moi, je l'ai mis dans le nom du fichier, la dimension du document. Donc, c'était du 24 par 36 dans ce cas-ci. Ceci étant dit, question numéro 2. Sur quelle page se trouve c'est quoi le arche? Arche D, 24 par 36? OK, merci. Donc, sur quelle page se trouve la légende d'équipement? D3. D3, ça correspond à quel plan, ça? Attends, j'ai... Plan d'aménagement. Plan rez-de-chaussée aménagement. Excellent. Ouais. Super. Ça va pour tout le monde? Oui. À quelle échelle était l'élévation E5? Une demi. Mais en fait, moi, j'avais pas... Nous, on n'a comme pas trouvé le E5, on a trouvé le E1. OK. Parce que dans le jeu de plan A ou B, il y avait des différences. Donc, normalement, ouais, l'élévation E1 ou E5. Là. Donc, c'était quoi? Une demi? Une demi. Excellent. Quelle est la date de l'émission préliminaire? 25/11/2019. C'est bon. Donc, la date d'émission sera toujours inscrite dans le tableau, dans le cartouche. Donc, c'est émis pourquoi, pour quelle raison, quelle est la date, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs émissions ou publications de nos documents. Donc, c'est important d'avoir cette info-là dans notre cartouche. Où se retrouve le symbole FX dans un carré? Et ça signifie quoi? Les finis des plafonds. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, sur le plan de plafond réfléchi, effectivement, donc l'encadrer avec la F pour fini, donc c'était les finis de plafond. Donc, ça correspond à ça. Quelle est l'épaisseur de la cloison type 3? 6 pouces. Est-ce que ça va pour 4 tout le et monde, demi. ça? Ouais. Oui. Donc, dépendamment du jeu de plan, évidemment. Donc, si on regarde au plan de construction, on avait les épaisseurs, donc type 3, dépendamment du jeu de plan, on avait l'épaisseur de la cloison qui est indiquée. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Si on crée une table des matières, évidemment, ça peut varier d'un jeu de plan à l'autre. Donc, l'idée dans ça, c'était de générer un tableau faisant les numérations de chacune des pages avec la numérotation de chacune d'entre elles. Donc, en classe, on le faisait d'emblée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose pour énoncer la table des matières? Je peux le faire. Excellent. D0. Oui. Conditions générales. OK. C'est les notes générales, en fait. OK. C'est le titre de la page est ici. OK. Ensuite. OK, oui. D1, plan de rez-de-chaussée existant et démolition. Oui. D2, plan sous-sol et d'étage démolition. Oui. Donc, dépendamment du jeu de plan que vous aviez utilisé, évidemment, ça peut varier, mais effectivement, ça, c'est bon. Donc, vas-y, ensuite. D3, plan de rez-de-chaussée d'aménagement. Parfait. D4, plan d'aménagement sous-sol et étage. Oui. D5, plan de construction rez-de-chaussée. Tout à fait. Donc, D6. Vas-y. D6, plan de construction sous-sol et étage. Mm-hmm. D7, élévation rez-de-chaussée. D8, plan des besoins électriques rez-de-chaussée. Excellent. D9, plan des plafonds. Puis D10, plan des finis. Excellent. Donc, en lien avec le jeu de plan, c'est parfaitement conforme. Donc, tout est beau. Ensuite, où se retrouvent les conditions générales de chantier? Sur la page D0. Oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent commenter? Sur quelle page se trouvent les spécifications des sanitaires?
peux y aller. Vas-y. Détroit. Donc, Détroit qui correspondait à... Ça, je sais pas. Ben, nous, c'était spécification des sanitaires, c'est dans D5, là, c'est le plan de construction de C'est ça. rez-de-chaussée. Oui. Cette OK. information-là se retrouve, honnêtement, se retrouve sur deux plans. Pourquoi? Parce que le plan d'aménagement, on a vraiment tout ce qui se passe sur le plan. Donc, les sanitaires sont là aussi, les équipements sont là. Mais le plan de construction, on s'entend que c'est sur ce plan-là qu'on va venir les localiser, les spécifier aussi. Donc, on doit avoir aussi cette légende-là. Donc, on aurait pu avoir deux réponses pour cette question-là. Donc, aménagement et construction. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, nous, il va falloir l'indiquer 2 fois. Bien, en fait, ce tableau-là, on va le constituer en blocs, puis effectivement, on va le mettre sur 2 pages. Pourquoi on le crée en bloc? C'est une question. Si on se rappelle bien, l'avantage des blocs, c'est que si je le modifie, bien, il va faire le correctif partout où il se trouve. C'est-à-dire que si ce tableau-là, je l'ai sur 2 pages, bien, si je fais une correction sur une page, bien, il va se faire sur l'autre page aussi. Donc, d'où l'avantage d'utiliser les blocs quand on a des éléments qui sont répétitifs. Ça va? Oui. Tout le monde? Oui. Oui. OK. Donc, cet exercice-là, ça va. Tantôt, on me disait, ouais, toutes les informations que tu nous dis, c'est des nouvelles informations, effectivement, mais le PowerPoint, il vous appartient. Donc, ces informations-là qu'on retrouve dans le PowerPoint, gardez-le précieusement, on va y faire référence. Évidemment, je vais vous faire, au fur et à mesure, on va se composer un guide. En DAO2, je vous avais monté un guide qui vous donnait les principes de base, puis les mises en page qu'on avait besoin pour faire le cours de DAO2. On va aller un petit peu plus loin cette session-ci. Donc, le guide va être peaufiné, va être beaucoup plus exhaustif, va avoir beaucoup plus d'informations dedans. Donc, ça, c'est une première ébauche. On a fait une analyse d'un jeu de plan, comment on place le texte, comment on cote, etc. Donc, ces éléments-là, c'est des trucs qu'on doit avoir en tête, si on veut, quand on vient pour faire notre jeu de plan ou nos détails. Donc, ça, c'est le premier exercice. Tantôt, je vous ai dit, puis on m'a posé la question, comment on fait pour installer le menu Express? Je vais faire une capsule vidéo de ça, mais je peux vous donner l'information dès lors. Ce que je vais faire, je vais vous faire la démo vraiment comme si je le faisais sur mon poste. Donc, je vais aller dans mon menu démarrer. Je vais aller dans les paramètres, puis dans la section applications. C'est là que je peux installer, désinstaller des trucs. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. Là, ça va montrer ni plus ni moins que tous les logiciels que j'ai sur mon ordi. Moi, ce que je veux faire, c'est AutoCAD 2020 ici. Si je clique dessus, j'ai l'option désinstaller, puis j'ai l'option modifier. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux modifier mon installation. Je vais faire oui. Puis là, il va me donner le choix de réparer, désinstaller ou ajouter des fonctionnalités. Bien, c'est ce que je veux faire. Donc, je vais ajouter des fonctionnalités. Dans le cas présent, je veux ajouter l'Express Tool. Donc, je viens cocher et je viens faire la mise à jour. Donc, si on fait bien notre job, normalement, là, moi, mes documents sont ouverts, donc je ne vais pas le faire, mais c'est la procédure qu'on aura à faire. Donc, si votre AutoCAD est ouvert, vous le fermez, puis vous allez modifier les fonctionnalités à l'intérieur. Voulez-vous que je le refasse? Non, c'est beau. Ça va se mettre automatiquement, dans le fond? Oui. Juste après la mise à jour, on réouvre AutoCAD, puis tout est beau. Oui! Cool. Alors, ce que je vais faire, je vais vous... on va prendre une petite barre en même temps. Si vous voulez essayer ça, donc je vais arrêter le partage, puis à 10h moins 10, je recommence pour la deuxième partie du cours. Est-ce que ça vous va? Parfait. Oui. Excellent. À tantôt. Tantôt. Rebonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Bonjour.
OK. J'ai ajouté dans Léa une petite remise dans laquelle vous allez pouvoir glisser votre exercice de révision. Donc, c'est déjà accessible, donc vous pourrez le glisser quand il sera à votre goût. J'ai aussi, donc voilà la remise. C'est jusqu'à quelle heure? Ah, il n'y a pas de, c'est jusqu'à la semaine prochaine, donc il n'y a pas de limite comme telle. L'idée, c'est que je veux voir si vous l'avez fait ou pas. Et puis, admettons nos cotes, est-ce que si on en a mis un peu plus ou un peu moins, il faut toutes les recorriger ou? Ben, en fait, l'idée, c'est de garder en tête le principe de base. Il faut qu'il soit bien appliqué. Qu'il y en ait plus ou moins, ça n'a pas vraiment d'incidence. L'idée, c'est qu'elle soit bien répartie tout autour de ton plan. OK. Puis OK? j'ai vu sur le Oui. corrigé, Oui. il y a des fois que c'est coté dans le milieu de la cloison. Est-ce qu'on peut faire plus sur le côté? C'est Ou une faut... très bonne remarque que tu me fais là, honnêtement. L'idée là-dedans, c'est quand on a des nouvelles cloisons, on va voir quand on va faire nos plans d'exécution. Quand c'est des nouvelles cloisons, effectivement, on va coter le centre. OK. Le principe est le suivant, c'est que quand je cote le centre, si en cours de route, je décide de changer la composition de mon mur, je n'ai pas à refaire le plan comme tel. J'ai juste à lui dire, OK, le mur, au lieu de faire 4 pouces, il fait 6 pouces. Ma cote est toujours au centre. Donc, le mur, il fait juste épaissir de part et d'autre. Donc, ça ne change rien à mon dessin comme tel. OK. Donc, ça, c'est pour les nouvelles cloisons. Évidemment, OK. le seul endroit où l'exception à ça, c'est quand j'ai à, exemple, déterminer l'espace entre deux murs, puis je dois mettre un mobilier intégré, puis je dois avoir une dimension fixe. Là, je vais donner la cote d'une face à l'autre de mon mur pour dire, regarde, moi là-dedans, là, j'ai besoin de 5 pieds. Il faut qu'au final, j'ai 5 pieds. Pourquoi? Parce que j'ai un meuble qui rentre là-dedans. Donc, dans ce cas-là, précis, on va mettre les cotes face à face, sinon, toujours au centre. OK, merci. Claude, j'ai une Oui, question. Pour la dis-moi. remise, est-ce qu'on te remet le DWG ou on te le remet en PDF? En PDF. Ah, OK, cool. C'est bon. Un, ça va être plus léger, puis ça va être plus facile pour moi de les ouvrir et de les regarder. Oui. J'ai une autre question. Oui. Moi, mon PDF, il sort en couleur. Il sort en couleur. Donc, ça, il faut s'assurer que, donc, si je clique sur un de mes onglets, c'est pour ça qu'on a fait un profil. Quand je fais mon gestionnaire d'impression, vous avez mentionné qu'il faut s'assurer que la table CTB est effective. Si j'ai un petit point d'exclamation à côté, c'est parce qu'il ne la trouve pas. Donc, c'est pour ça que dans mon profil, je lui ai dit, va chercher la table Design intérieur CVM 2017 dans mon répertoire. Donc là, il va faire la conversion de mes couleurs en noir et blanc et avec les épaisseurs de traits. C'est à ça que ça sert, cette table d'impression-là. OK, mais moi, il est là, mais je ne sais pas s'il y a un point d'exclamation, mais OK, c'est bon, Il merci. faudra aller voir. Puis, si c'est le cas, il ne trouve pas la table, assure-toi que dans ton profil, tu lui as dit où aller chercher ton fichier d'imprimante. Donc, moi, je lui ai mentionné que ma table de tracé était dans E-Archive Gabarit. Ça marche? Bon. Oui, merci. Super. Donc, si ça arrive en couleur, dites-vous tout de suite, la table d'impression, il ne la trouve pas. OK. Donc, dans Léa, j'ai déposé des exercices que je vais vous demander de faire individuellement. Donc, je vous avais dit qu'on avait un seul fichier à télécharger. Erreur. Donc, on a un deuxième fichier qui vient d'apparaître dans cours 2, exercice.zip, dans lequel j'ai mis 4 documents. Ce n'est pas très long à faire. Si on regarde les différents documents, chaque élément est bien détaillé. Donc, je vais faire la petite tournée. Je vais vous les montrer, en fait. Donc, si je prends mon répertoire exercice, je vais avoir le premier exercice d'exploration. Donc, c'est un PDF dans lequel vous devez remplir les bulles en fonction des pages, puis en fonction des différentes coupes, comment on nomme nos éléments, comme j'ai mentionné dans le PowerPoint de départ. Donc, ça, vous devez remplir les bulles. Tout simplement remplir les bulles. Deux choix. Si sur vos postes, vous avez
le logiciel Adobe qui nous permet de modifier les PDF, vous pouvez le faire. Si jamais vous ne l'avez pas, juste prendre en note. Si vous avez une imprimante, vous pouvez l'imprimer en 8,5 par 11 puis écrire dessus tout simplement. L'idée, c'est de venir remplir les bulles. Donc, vous pouvez les remplir manuellement sur une feuille à part sans problème. Sinon, si vous avez Adobe Acrobat Pro sur vos postes, vous pouvez modifier un PDF puis rajouter du texte. Donc, vous pouvez réécrire par-dessus les différents PDF. OK? Donc, ça, c'est si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, on le remplit à la main. C'est pas plus grave que ça. Le deuxième exercice, il semble être identique en tout point. En fait, non. Oui, il y a les bulles à remplir, mais vous devez remplir les différents cartouches avec les numéros de page, etc. Donc, vérifiez vraiment l'ensemble des plans. S'il y a des trucs qui ne sont pas conformes à ce qu'on a vu dans notre PowerPoint, bien, c'est comme si on faisait les modifications. Donc, je prends un exemple. Les cotes ici ne sont pas bien alignés. Bien, je vais les encercler et dire, bien, ça, ces éléments-là, c'est à revoir. Il faut les étager correctement, remplir les bulles et je fais la tournée du petit jeu de plan pour voir si tout est conforme. Donc, ça, c'est de l'analyse que vous faites. Création d'arborescence, je vais attendre un petit peu, je vais le faire après. Puis le dernier document que vous allez avoir, c'est un fichier AutoCAD que j'ai mis. Je ne l'ai pas téléchargé, moi. Courant. Je vais aller voir ici. OK. Oui, donc quand vous allez le télécharger, vous allez avoir les 4 fichiers à l'intérieur. Donc, le fichier coupe de mur. Je vous ai fait un exemple. Différentes coupes de murs. Donc, on a ajouté des différentes moulures. Donc, l'idée, là, c'est juste de vous pratiquer. On va avoir toujours ces fichiers de base-là quand on va faire nos coupes de murs. Évidemment, je n'ai pas mis de ligne de brisure, j'ai fait des murs complets, mais vous avez ici différentes moulures. Donc, si vous voulez mettre juste vous pratiquez à mettre des moulures sur vos murs, donc des cimaises, des OG, etc. Donc, vous pouvez rajouter. Donc, ça, ici, c'est juste pour vous pratiquer. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle moulure, venir les placer sur vos murs. C'est juste à titre d'exemple. J'ai mis à côté vraiment tous les différents types d'hachures qu'on va utiliser pour faire nos coupes et détails. Donc, le contreplaqué, le gyps, le béton, etc. Donc, ça, c'est les différentes hachures qu'on va utiliser pour faire nos coupes. Tantôt, on me posait la question, c'est quoi les X? Bien, comme je vous ai dit, dans un mur, est-ce que vous connaissez les noms des composantes de notre mur? Qu'est-ce qu'on a dans le bas de nos murs initialement, quand on construit la première pièce de bois qui est déposée contre le sol? Est-ce que vous la connaissez? Non? C'est une question? Du plywood. Alors, en fait, c'est un montant de bois, mais il est placé complètement à l'horizontale. C'est la première pièce de bois qu'on va installer dans notre mur. C'est en fait une lisse basse. Donc ça, cet élément-là, qui est placé à plat contre le plancher, contre le sol, c'est la lisse basse. Complètement dans le haut de mon mur qui va être contre mon plafond, mes solives de plafond. Bien qu'elle est identique en tout point, elle a un nom différent, c'est la sablière. Puis si jamais vous ouvrez un mur puis vous dites hey, est-ce qu'il est porteur ce mur-là, oui ou non? Bien, la façon de voir si notre mur est porteur, c'est que dans le haut, je vais avoir 2 pièces de bois, une par-dessus l'autre. Donc, quand mon mur est porteur, j'ai 2 pièces de bois. Si mon mur n'est pas porteur, donc il n'est pas structural, je vais avoir seulement qu'une sablière dans le haut, donc une pièce de bois dans le haut. Donc, ça, c'est un petit détail technique qui nous permet de voir est-ce que je peux enlever ce mur-là, oui ou non. Donc, dans ce cas-ci, j'ai juste une pièce de bois. Bon, je peux l'enlever si j'en avais eu 2. Représentation graphique, tout simplement, j'ai une sablière double.
Ça veut dire que ce mur-là serait porteur dans ce cas-ci. Donc, à titre d'exercice, pour le plaisir et le besoin de la cause, je viens placer des moulures contre mon mur et tout simplement indiquer quel type j'ai mis, tout simplement. Okay? Donc, vous pouvez placer des moulures sur vos différents murs. Donc, quand on va faire nos différents plans techniques, on va se servir de ce fichier-là, puis on va faire les compositions qu'on a besoin. Donc, voilà, ça c'est juste à titre, c'est pas très long à faire, c'est juste pour vous pratiquer puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Le dernier fichier, c'est en fait création d'une arborescence. On va se créer un dossier projet et on va essayer de s'y coller le plus possible. Évidemment, quand je crée une arborescence, donc c'est ni plus ni moins que des dossiers que je me fais. Donc, dans les bureaux, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va se faire un dossier principal, donc un dossier qu'on appelle un dossier de projet, qu'on va nommer, donc exemple, le numéro de notre projet, le nom du projet. Donc, ça va être le nom du dossier principal dans lequel je vais me faire des sous-répertoires, sous-dossiers, dans lesquels je vais mettre les documents, mes éléments de conception. Donc, ça peut être des images de référence ou d'inspiration, tous les dessins AutoCAD. Puis, on peut avoir une section pour faire nos émissions. Donc, si on a fait des PDF, on va les glisser là-dedans. Donc, ça, c'est des répertoires qu'on va venir créer dans notre dossier. Évidemment, l'arborescence va se complexifier parce que dans les documents, j'ai plusieurs types de documents, de la conception aussi, les dessins, les émissions aussi, je vais en avoir plusieurs sections aussi. Donc, si on défile notre arborescence, on continue. Dans le dossier document, c'est-à-dire le premier de notre liste, on va avoir une section pour les codes qu'on va avoir utilisés, donc code de construction du Québec, les coordonnées des intervenants, donc si j'ai un ingénieur, un architecte, si j'ai des sous-traitants, des ébénistes, etc., je vais avoir leurs coordonnées. Le mandat, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai à faire dans mon projet. Donc, je vais avoir une liste de choses à respecter. Donc, le mandat. Une section de vie, et si on regarde, la section de vie va être subdivisée pour les équipements, pour les finis, pour les matériaux. Je vais avoir une section pour mes échéanciers, une section pour mes références, donc les fonds de plan, etc. Donc, chaque rubrique va avoir des subdivisions pour vraiment venir classer. Et le but de ça, c'est qu'au final, mes documents projets ne sont pas tous éparpillés à gauche et à droite, ils sont vraiment placés exactement à l'endroit où je veux. Donc, chaque onglet est décrit et ce que je vous demande de faire, ça prend à peu près 5 minutes. On se fait un dossier de base, on vient créer tous nos dossiers à l'intérieur, puis ce dossier de projet-là, on va pouvoir le recopier le nombre de fois qu'on veut et on va se servir de ça pour archiver tous nos documents à l'intérieur de ça. Donc, l'idée, c'est de générer un dossier avec toutes ces rubriques-là à l'intérieur. On le fait une fois, puis on va le répéter. On a juste à le copier, puis on va gagner du temps de cette manière-là quand on va faire nos différents projets. Est-ce que ça vous va? Mais mettons, nous, on est à l'école, fait que mandat, puis tout ça, c'est pas plus pour quand on est sur le métier. Oui, je suis d'accord avec toi, mais si dans un cours de projet, on te dit, OK, tu as tel client, puis on te demande, bon, OK, c'est quoi le mandat qu'on a à faire? On a à faire des rénovations, on a à faire telle affaire. On va te donner une grille à respecter, puis on va la glisser là-dedans pour conserver ces informations-là. Donc, l'idée, c'est de prévoir tous les répertoires, puis on va pouvoir les utiliser. C'est sûr qu'il va peut-être avoir des éléments qui ne seront pas utilisés dans tous les projets, mais au moins, on a prévu les espaces pour les mettre. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de générer une arborescence qui va être générale, puis qu'on va pouvoir utiliser pour tous nos projets. Claude,
Oui. J'ai une petite question. J'ai peut-être l'air perdue parce que tu l'as expliqué tantôt, mais quand on veut imprimer en PDF, là, Oui. je ne sais pas pourquoi, ça fait 6 fois que je le fais, puis il n'y a juste rien qui se passe. OK. Je fais tracer par l'eau, Oui. puis là, je l'ai comme objet, construction, mettons, salle de bain. Oui. Okay? Mais là, je ne veux pas enregistrer objet. OK? Fait que tu peux le supprimer de ta liste. Oui, Oui. ça c'est correct. Mais là, après, quand je fais juste comme publier, mais il n'y a rien qui se passe. OK. Bon, je vais arrêter le partage. Puis les sous-questions comme ça, vous allez me partager vos écrans, puis on va regarder ça ensemble. OK? Mais je ne peux pas partager mon écran. Tu ne peux pas partager ton écran? Ben, c'est parce que, non, mais c'est parce que je ne suis pas sur mon Zoom, il n'est pas sur mon ordi. OK. Je suis comme sur 2 appareils. OK. Puis sur le Zoom, l'appareil sur lequel tu as un Zoom, tu n'as pas de caméra? Oui, ben c'est ça, je pourrais te filmer mon ordi. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. On va se débrouiller. D'accord. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde, donc les exercices à faire? Ouais, c'est bon. Oui. OK. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vous laisse Peux-tu juste faire un recap que je puisse juste vérifier que toutes mes notes sont correctes? un recap de... Les exercices à faire, Mais là. dans le fond, c'est exercice 1, 2 puis arborescence? Exact. Puis dans les coupes de murs, en fait, ce que je vous demande de faire, c'est oui. juste de venir positionner les moulures que vous voulez. Donc, faites un exemple de coupe de mur que vous voudriez avoir en mettant les moulures sur les murs, contre les murs. Donc, dans le fichier CAD, je place les moulures sur mes murs. Dans l'exercice 1, je viens remplir les bulles. L'exercice 2, je remplis les bulles et les cartouches et je vérifie s'il y a des trucs qui ne coïncident pas avec ce qu'on a vu ce matin, puis on crée une arborescence. C'est ça la récap. Mais est-ce que l'arborescence, on peut faire la note personnelle ou il faut vraiment que ça soit votre méthode? Ben en fait, j'aimerais ça que le premier qu'on fait, ça soit celui-là. Tu pourras l'ajuster après, si tu veux. Mais moi, je veux avoir un exemple tel qui est demandé par le département. OK. Ça marche? Oui. Alors, j'arrête l'enregistrement, puis je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Puis, ceux qui ont des questions, je vais rester avec vous. Merci. Merci. Bonne semaine.